Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau 20 faits. Et dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de la série Umbrella Academy qui était supposée être faite pour la semaine des 20 faits. Mais j'ai pas pu le faire, voilà, pour plusieurs raisons, je vous en avais déjà parlé. Mais du coup je me suis dit que j'allais la faire la semaine d'après. Donc la voilà. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Et on commence tout de suite. Umbrella Academy est l'adaptation des comics éponymes écrits par Gerard Way, l'ex-chanteur du groupe de rock My Chemical Romance. Et du coup, les comics ont été illustrés par Gabriel B. et ont été publiés par Dark Horse Comics entre 2007 et 2008. À la base, Umbrella Academy était parti pour devenir un film et pas une série, mais au final, ils ont tout simplement laissé tomber le film pour en faire une série. En juillet 2017, Netflix commande officiellement la série. Jeremy Slater devient donc le showrunner de la série et s'attelle directement à l'écriture du show. Mais malheureusement, dû au fait qu'il travaille également sur le projet de l'Exorciste, il a dû laisser tomber et du coup donner son rôle à quelqu'un d'autre. Et c'est donc Steve Blackman qui reprend le rôle de showrunner pour la série. S'il n'apparaît pas physiquement dans la série, Gerard Way, donc le créateur des comics de Umbrella Academy, est toutefois présent dans la bande originale de la série. Il y apparaît d'ailleurs avec l'ex-guitariste du groupe et ils ont repris plusieurs titres tels que Happy Together de The Turtles et Hazy Shades of Winter de Simon et Garfunkel. Je sais pas si on prononce ça comme ça. Peter Hoare, le réalisateur du pilote de la série, est un habitué des super-héros puisqu'il a également travaillé sur Daredevil, The Defender ou encore Marvel Cloaks and Dagger. C'est la troisième fois que l'acteur Elliot Page, et oui, je vais utiliser le nom Elliot et pas son dead name, étant donné qu'il a fait son coming out de trans, mais en tout cas, Elliot Page est apparu dans plusieurs films, séries concernant les super-héros. Il a d'ailleurs joué dans les X-Men où il interprétait le rôle de Kitty Pryde, je crois que ça se prononce comme ça. Et dans le même style, on a également Colin Firth qui est apparu dans Thor, mais également dans The Amazing Spider-Man, Le Destin d'un héros et Gotham. La chanteuse de R&B Mary J. Blige prête ses traits à Chacha dans la série. Donc pour ceux qui se demandaient qui elle était et qui avaient une vague sensation de déjà-vu, c'est donc une chanteuse des années 90 que en tout cas ma génération connaît très bien. Elle a été connue pour plusieurs de ses chansons comme Family Affair ou encore Be Without You. Elle a donc vendu plus de 40 millions de disques à travers le monde depuis ses débuts en 1992. Certains changements ont été effectués par rapport aux comics de base, ce qui est logique quand on fait une série et une adaptation, notamment les origines des personnages principaux. Par exemple, Allison est interprétée par l'actrice afro-américaine Amy Raver Lampman, tandis que Diego, lui, est interprété par l'acteur américano-mexicain David Castañeda. Tom Hopper a d'ailleurs dit: le casting était très ouvert, le but était vraiment de trouver le bon acteur pour le bon personnage, peu importe ses origines ou sa couleur de peau. Et ça, c'est une très bonne chose. Afin de créer Pago, donc le singe majordome dans la série, le showrunner Steve Blackman s'est tourné vers une société spécialisée dans les effets spéciaux et dans la création en CGI. Il a d'ailleurs dit: j'ai passé un coup de fil à Weta Digital qui appartient à Peter Jackson en leur demandant de me créer un magnifique chimpanzé. Après tout, ils ont de l'expérience dans ce domaine. En effet, ils ont de l'expérience dans le domaine étant donné qu'ils ont travaillé sur plusieurs films, notamment Avatar, Avengers Infinity War ou encore La planète des singes. Et bien que le studio possédait le logiciel adéquat pour créer le singe, ils ont mis plus de 12 semaines à le créer. Et ça a d'ailleurs été réalisé en motion capture à l'aide de capteurs posés sur le visage de Adam Godley, donc celui qui prête sa voix au singe, et sur le corps de Kane Hale. Luther est doté d'une incroyable force dans la série, notamment grâce à ses bras et son torse qui ont été transformés pour devenir ceux d'un singe. À la base, l'acteur devait de lui-même reprendre le sport et se pousser au maximum pour avoir une carrure de malade, sauf qu'ils se sont rendus compte que ça allait être un peu plus compliqué que prévu et ils ont donc tout simplement créé un faux corps pour l'acteur. Il a d'ailleurs dit: je me suis lancé dans ce challenge et ils ont décidé au dernier moment que ça n'allait plus le faire et que je devais porter un costume. Et en plus de ça, il fallait que le costume soit assez malléable pour que l'acteur puisse facilement bouger dedans. Il a enchaîné en disant: c'était comme porter au quotidien l'équipement d'un footballeur américain, mais cette seconde peau me faisait vraiment me sentir dans le corps de mon personnage. Ce n'était pas vraiment pratique à porter et il me forçait aussi à me mouvoir différemment. J'étais massif et je ne pouvais plus passer les portes qui étaient devenues trop petites pour moi. Afin de rentrer au mieux dans le personnage de Vanya, qui est une passionnée de musique, l'acteur Elliot Page a dû prendre quelques cours de violon. Il a d'ailleurs dit: c'était très dur à apprendre, mais j'ai eu un prof patient et adorable. Toutefois, nous avons eu recours à une doublure, Imogen Sloss,
une jeune prodige de 16 ans. C'était vraiment une chance de l'écouter tous les jours sur le plateau pour ensuite l'imiter durant les prises. Je devais avoir l'air à l'aise. On ne s'en rend pas compte, mais le simple fait de tenir un archer peut s'avérer compliqué. Tous les violonistes sont des super-héros à mes yeux et je comprends pourquoi il faut commencer à jouer de cet instrument si jeune. Dans le tout premier épisode, lorsque Allison surprend Klaus dans le bureau de son père, on voit une affiche avec un article dessus où il y a écrit Eiffel Power. Et c'est tout simplement un clin d'œil à l'un des comics de Umbrella Academy qui s'intitule The Day the Eiffel Tower Went Berserk. C'est impossible à prononcer, mais bon, on va garder ça comme ça. Et dans ce comics là, il y a donc une bataille entre les super-héros et des méchants à Paris, et où il découvre que la tour Eiffel est un vaisseau spatial. Voilà. Toujours dans le premier épisode, on peut voir sur la 4e de couverture du livre de Vanya qu'il y a une citation écrite par Gerard Way lui-même, et qui dit « Une lecture incroyable, un portail révélateur dans la vie de Vanya Hargreaves et la vie qu'elle a vécue, que je n'ai jamais pu voir. » Et étant donné que, comme je vous l'ai dit, Gerard Way était celui qui a créé les comics, c'était un petit clin d'œil du coup à son créateur. Dès les premiers épisodes de la série, on peut directement voir ce qui va se passer à la toute fin de la saison 1. En fait, on se fait en quelque sorte spoiler, mais inconsciemment, tout simplement parce que dans la scène où 5 va dans le futur et découvre l'apocalypse, il voit donc les décombres du château de Umbrella Academy avec tous ses frères et sœurs. On les voit tous, sauf Vanya. Du coup, clairement, il nous avait prévenu que ça allait être elle, le méchant de la saison 1, qui allait tout pété, mais on s'en est juste pas rendu compte sur le coup. Dans les comics, on peut voir que les super-héros ont plusieurs noms de code, sauf que on ne les utilise absolument pas dans la série. Néanmoins, on peut les voir apparaître à plusieurs reprises tout au long de la série. Par exemple, Jago est surnommé The Kraken dans les comics, et bien dans la série, on a à un moment donné une affiche où on voit le nom de code de Jago. Dans l'épisode 9 de la saison 1, Léonard nettoie les traces de sang qui sont sur le corps de Vanya après qu'elle ait attaqué Allison, et si on remarque bien, on peut voir que les traces laissées sur son cou sont une référence directe au violon blanc dans les comics de Umbrella Academy. S'il a fondé une énorme secte dans la série, il faut savoir que le personnage de Klaus s'est inspiré de la culture pop et R&B qu'il avait autour de lui. D'ailleurs, on le voit, il surnomme les fidèles les Destiny Children et il explique tout le long qu'il faut communiquer par la musique. Il va à plusieurs moments donner des paroles de sagesse à ses adeptes, dont l'une qui est Don't go chasing waterfall, stick to the river and the lakes that you used to. En gros, ne cours pas après les chutes d'eau, tiens-t'en aux rivières et aux lacs que tu connais bien. Et c'est tout simplement les paroles de la chanson Waterfalls de TLC. Robert Sheehan, donc celui qui prête ses traits à Klaus, a été connu en premier lieu dans la série Misfits, qui est également une série sur les super-héros, mais d'une autre manière. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas la série Misfits, c'est une petite aparté, mais je vous la conseille à 2000%. Il y a de très bons acteurs, dont Klaus, mais également l'acteur de Ramsay Bolton dans Game of Thrones. Et pour finir, concernant la saison 3 qui va bientôt débarquer, on va avoir droit à plusieurs nouveaux personnages, dont Justin Cornwell qui va interpréter le rôle de Marcus, Brittany Oldford qui va interpréter le rôle de Faye, Jack Epstein qui va interpréter le rôle de Alfonso, Genesis Rodriguez qui va interpréter le rôle de Sloane et Cassie David qui interprétera le rôle de Jamie. Enfin bref, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la série et sur les acteurs. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, et de venir aussi me suivre sur mon Instagram. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours. Ooh,